Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, c'est le deuxième numéro de cette saison sur TV à 78 au programme comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau, présentation en musique. On commence à ma droite, c'est un pistard passionné de roller, de voile et du jeu Pokémon Go, c'est notre consultant cyclisme, on le surnomme le capitaine, notre chroniqueur Yann Desjariers est avec nous pendant une heure. Bonsoir Michael. Comment allez-vous ? Super. Très bien. En grande forme, Vous content avez d'être bien décrit. parmi nous. Oui, c'est à peu près ça. Alors voile, c'est récent, mais principalement Vélo, c'est quand même c'est plus longtemps. le vélo en priorité et Pokémon d'autant Go, plus, de temps en temps. d'autant plus que voilà, Julien Lafilippe re-signe pour une deuxième saison avec le beau champion du monde. On peut quand même être fier et faire un beau cocorico. Ah, on vous voit avec un grand sourire aujourd'hui. Oui, je suis fier. On continue notre tour de table musique. Il fait partie du gratin des chroniqueurs. C'est un grand professionnel. Il connaît tout sur tout. Certains le surnomment l'encyclopédie. Moi, je préfère le surnom d'Italian Lover. Grégory Canelli, journaliste chez TV78, est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour Yann, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Bah écoutez, très bien, on a repris la saison en club amateur, sous passe sanitaire, mais au moins on peut jouer dans ces conditions et espérer une saison complète pour cette année. On a l'habitude de vous voir avec vos petites lunettes avec le drapeau italien, pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je plus sois sur le titre d'Alaphilippe, et moi je rajoute que chez les filles, eh bien, c'est Bolzano, une italienne, qui a remporté le titre de championne du monde, donc l'année parfaite italienne continue. Décidément, ces Italiens, cette année, c'est une belle année pour eux. C'est une belle année. On continue à ma droite, musique. Il est de retour dans cette émission. Il est basketteur. Il a eu une grande carrière. Il a toujours une grande carrière. Il est notamment passé par Trappes. Il joue aujourd'hui à l'Entente Le Chesnay Versailles où il claque des 40 points par match. On le surnomme le LeBron James des Yvelines. Bamba Sey est avec nous. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous, Bamba ? Ça va, yo. Très content de vous recevoir dans cette émission. Pareillement. Donc c'est votre troisième apparition, c'est ça, sur cette émission, ça, oui. En grande forme. En grande forme. 40 points par match, c'est pas mal. On va essayer cette année. On a gardé le meilleur pour la fin. Musique, c'est notre dessert dans ce Si on parlait sport à chaque émission. Il fait toujours la différence. C'est un ailier qui déborde, un basketteur qui dunk, une sublime frappe en pleine lucarne. Jean-Miss, ex-coach de plaisir, est avec nous. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Comment ça va, coach ? Impeccable. Alors super, alors bon, 3 carrels, dunker. Faut que le panier soit pas fait. Ouais, je suis un petit peu bas quand même le Un petit panier. trampoline. Mais par contre, en omnisport, moi je suis pas de spécialité comme Yann, hein, omnisport. Vous connaissez tout sur tout. Non, Tu peux le rugby, mais sinon. On verra ça dans cette émission. Un mot de boxe pour commencer. Tony Yoka, 29 ans, a de plus en plus d'ambition. Il a battu récemment à Roland-Garros le Croate Petar Milaz dans un beau combat. Une victoire qui a galvanisé les Vinois originaires de Chanteloup-les-Vignes et qui lui a surtout donné confiance ce week-end. Il a déclaré après la victoire surprise de l'Ukrainien Usyk sur Anthony Joshua: en voyant ce combat, je me dis que j'ai toutes mes chances. Je ne suis pas loin du tout. Je suis confiant. La question sur ce thème, peut-on lui donner raison ? Oui ou non ? Oui pour vous, Yann Desjariers ? Non pour vous, Grégory ? Non pour vous, Jean ? Non Oui, pour vous ? oui. Oui, sévère, oui. Il faut réviser. C'est la reprise. On fait un petit duel entre Grégory et Yann ? Yann, c'est parti ? Moi, je vais simplement, je dis oui tout simplement pour une raison. Donc on c'est lui donne que raison, pour vous. On doit lui donner raison. s'il n'y croit pas lui-même, personne ne lui donnera sa chance. C'est tout. Donc à partir du moment où lui, il se convainc qu'il peut atteindre ce niveau et qu'il aurait eu sa place peut-être sur ce combat. D'ailleurs, vous dites surprise. Moi, j'avais entendu des commentaires avant le match. Et personne ne disait que ça allait être facile pour Joshua hein, quand même. Ouais. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. C'est quand même une surprise quand même. Il était champion du monde en titre, mais voilà, le match n'était pas gagné, c'était pas si simple. Et en effet, il avait un vrai bel adversaire à sa hauteur. Et ça s'est confirmé. Et ça s'est confirmé sur le match. Maintenant, voilà, ouais, quand on veut être, de toute façon, on le dit toujours, pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles. Donc si lui, Yann a réalisé ses classiques avant de venir. Non, même pas. Non. Je ne savais pas quelle serait la question. Et sincèrement, voilà, pour moi, si il veut être champion du monde, il doit se mettre dans l'impôt d'un champion du monde. Et en effet,
Si là, il avait peur, à la fin de ce match-là, s'il avait peur, ben, arrête tout de suite, garçon. Et là, c'est pas le cas. En effet, il voit le match, il se dit, moi, je peux. Moi, je peux. Donc, et je veux. Bon, ben voilà, maintenant, va falloir faire ses preuves, va falloir continuer l'apprentissage, ce qu'on disait sur la dernière émission. Mais ça va prendre du temps. Maintenant, pour pouvoir l'être, il faut déjà l'être dans sa tête, c'est sûr et certain. Grégory, qu'est-ce que vous répondez à Yann? Qu'il s'en rapproche petit à petit, oui, pourquoi pas, mais il en est encore très loin. Ce qui l'éloigne encore de ce niveau-là, c'est d'avoir ce combat et de pouvoir combattre quelqu'un qui a une renommée mondiale. On a parlé de Joe Joyce. Si on fait le comparatif avec Joe Joyce, qui était son adversaire en finale à Rio lors de cette médaille d'or, Joe Joyce a progressé beaucoup plus rapidement chez les pros que Tony Yoka. Joe Joyce aujourd'hui peut prétendre à une ceinture mondiale, ce qui n'est pas encore le cas de Tony Yoka. Si on fait aussi le comparatif sur les deux matchs, son dernier match face à Milas, alors c'était un très beau match à Roland-Garros, 10 000 spectateurs. On comprend clairement que Joshua et il gagne avec un KO Usyk, également. combattent dans une autre catégorie. Là, on était à la Tottenham Hotspur Arena, 60 000 spectateurs à Londres. On voit que c'est encore pas les mêmes catégories. Moi, je pense qu'il est encore loin, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on disait la dernière fois. Il doit combattre un boxeur de renommée mondiale et pas des videurs de Macumba. On l'a dit souvent, voilà. Mais Duhaupas, Tambo Djeko, même Milas, qui n'avait pas combattu depuis 2 ans, c'est pas encore des adversaires crédibles. Alors, il s'en rapproche, sa conquête se poursuit, mais à mon sens, il est encore très loin de cette éventuelle ceinture mondiale. En tout cas, de l'espérer. Bamba, qui vous a convaincu? Est-ce que vous avez changé d'avis en écoutant Yann Dujarrier? Non, je suis l'avis de Grégory? de Greg. Donc voilà. Donc, De Yann. de Yann. Yann. Excusez-moi. De Yann. Ah, d'accord. Je suis l'avis de Yann parce que en fait, le fait que lui, il dit qu'il a sa chance, donc ça veut dire qu'il a envie et il veut atteindre son objectif. Et physiquement, je sais que physiquement, il a le gabarit pour. Et le peu d'extrait, j'ai pas regardé tout, mais l'extrait que j'ai vu, bon, je pense que le talent, il est là et il va aller le chercher. Il est encore jeune selon vous, 29 ans? Ou il n'a plus Non, vraiment le temps? Il n'est pas si jeune, il est entre les deux, mais bon, je faut y aller au pense bout d'un moment pour vous. Il a plus de 30 ans, Usyk. Usyk, il a 33. Ils ont, Usyk, tous, il a ils ont à peu près 32 ou 30, hein. Ils ont tous les entre Fury, 30 et Deontay 37 Wilder, à peu ils sont près. tous au-dessus des 30. Après, ce qu'il faut dire à sa décharge aussi à Tony Yoka, c'est qu'il n'a pas été aidé par sa suspension d'1 an. Il a perdu du temps, pour manquement à des contrôles antidopage. Donc c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Il frappe de plus en plus fort, mais il est encore loin, à mon sens, de pouvoir prétendre à ce titre mondial. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes un passionné de boxe, hein? Oui, non, mais Sport, alors, j'ai comme vous l'avez regardé le combat Joshua Usyk. Je l'ai regardé. Donc, alors c'est vrai, quand ils disent mais il en a envie, et quand il en a envie, atteindre machin, ça. Moi aussi j'ai envie, si on y va. Non. Ah, ouais. Non, mais attendez, moi, honnêtement, c'est pas les mêmes combats quand même. C'est quand même pas les mêmes combats. Je veux dire, on a vu un combat de boxe d'un haut niveau, Joshua Usyk, mais d'un haut niveau, quoi, où Joshua a peut-être perdu au point à la fin. Et qu'il a fallu au bout, hein, ça s'est joué à 10 Sauf que ça s'est joué à très peu de choses, mais c'est surtout la qualité de la boxe des deux combattants. Quand Tony Yoka dit je suis tranquille, mais je suis au niveau, machin, tout ça, je crois pas. Pour moi, je ne crois pas, parce que la qualité de boxe qu'il a pratiquée face à un adversaire qui est loin d'avoir le niveau des deux, Joshua ou Usyk, il s'en est difficilement sorti. Ça n'a rien à voir. Pour moi, il est encore un cran en dessous. Pour vous, s'il boxe l'un des deux combattants demain, il perd. Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que il y a une qualité de boxe des deux là qu'on a vu avec le palmarès quand même. Ils ont le palmarès qui est aussi... Ouais. Je suis à 26 combats, voilà. 24 victoires, 22 KO. Et l'autre, c'est 19 ou 18. Et 2 défaites, du coup, maintenant. Ouais. Voilà, 2 défaites, même fait, 26. Et 3 victoires, du coup, en 3 matchs pour Usyk, qui vient d'arriver dans cette catégorie. Et il vient juste d'arriver, là, l'Ukrainien. Dans cette catégorie. L'Ukrainien. Et quand on voit, c'est surtout, quand on voit la qualité d'échange et de boxe, la qualité de rendu, c'est-à-dire, on a vu Anthony Yoka, quand même, sur le combat, qui pour moi n'a pas donné beaucoup de coups. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on a vu les deux, là, Joshua ou Usyk,
Mais il se rendait les coups, mais c'était en permanence. Souvent dans les commentaires, ils disaient les deux gardaient le centre du ring. Moi, je pense, pour moi, que c'est un cran au-dessus. Pour moi, il n'est pas... L'adversité de Tony, l'adversité de Tony lors du match de Roland Garros, c'était quand même aussi un adversaire qui n'arrêtait pas de lui tourner autour. Tony avait le centre du ring et l'autre adversaire n'a pas arrêté de courir. Et dès que Tony a réussi à le toucher... il a réussi à le toucher. Ce que je peux lui reprocher, c'est l'intensité de son combat personnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné le nombre de coups nécessaires peut-être pour la battre avant, entre guillemets. La battre, c'est un grand mot. Après, dans la phrase de Tony, il y a peut-être aussi un peu de communication pour dire... Oui, justement, est-ce que ça fait pas partie un petit peu du jeu de la boxe? La boxe, d'accord. C'est aussi appeler à combattre plus fort. Voilà, et les gars, je suis là et j'aimerais bien qu'on me donne ma chance. Peut-être aussi parce que j'ai Parce que c'est quand même assez compliqué, il faut le rappeler, en boxe, d'affronter le top 10 mondial. Il faut organiser un combat. Généralement, le top 10 mondial joue combat 1, 2, voire 3 fois par an, pas plus. Donc il faut qu'il y aille. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez s'ils combattent demain, j'allais vous dire, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont combattu il y a moins de 15 jours. Donc, maintenant, Tony Yoka doit avoir un match encore en décembre, le 7 ou le. Voilà, il y avait deux dates, qui étaient indiquées. Ce sera à Nantes et ce sera devant 11 000 personnes. 11 ou 17 décembre. Ouais. Voilà, on va rester sur pas encore un membre du top 10 pour ce combat. Et on ne sait pas encore l'adversaire. De toute façon, alors tout à l'heure tu parlais de l'anglais qu'il a rencontré aux Jeux Olympiques, mais de toute façon le problème qu'il va y avoir, parce que c'est vrai qu'on estimait que ce serait le bon adversaire pour Tony pour rentrer sur cette zone de combattant du top 10, c'est que lui aujourd'hui il vise à vouloir aller chercher un mec d'en haut. Donc même si ce serait la revanche de Rio, je suis même pas sûr que l'anglais serait intéressé par cela. Bon, on suivra ça avec attention en tout cas. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. On l'a compris, tout le monde est très chaud sur ce plateau dès la première thématique. Aujourd'hui, nous allons parler cyclisme sur piste avec la retraite sportive de notre François Pervy national. Coup de projecteur également sur l'entente au sein de l'attaque du PSG entre Messi, Neymar et Mbappé. Ça sera notre envolée du jour présentée par Grégory. Mais avant de développer ces thèmes, nous allons parler mer et de voile. On va donc parler voile dans ce Si on parlait sport. Louis Burton participera une nouvelle fois à la Transat Jacques Vabre. Le skipper originaire de Rambouillet sera au départ de cette 15e édition avec son Bureau Vallée 3. Le navigateur aura pour objectif de terminer dans le top 5 de cette course transatlantique qui reliera Le Havre à la Martinique. On l'écoute au micro de TV78. On a le bateau pour cette année, on aura quand même pu naviguer pas mal avec, on a nos sponsors dont Bureau Vallée en tête qui nous permettent de faire un nouveau jeu de voile, qui nous permettent de vraiment préparer notre bateau, donc on vise un top 5 et on rêve secrètement de monter sur le podium. Ouais. Pour sa 6e participation, Louis Burton partira avec son ami de longue date Davy Baudard, un skipper qui devrait lui permettre de remplir ses objectifs. On est déjà parti ensemble avec Davy en 2019, c'est un ami, ça c'est sûr, depuis très longtemps, mais c'est aussi un grand champion puisqu'il a gagné énormément de courses dans toute sa carrière. Et puis c'est quelqu'un qui a une grande compétence dans le développement technique des bateaux et donc on est assez complémentaires sur ces aspects-là. Et ça se passe très bien sur l'eau, on se complète avant la course et sur l'eau on fait tout ensemble. Le départ de la Transat Jacques Vabre est programmé le 7 novembre prochain à 13h30, direction donc les Antilles pour la flotte et les Vinois de 36 ans. La question sur ce thème, Louis Burton a-t-il l'obligation de terminer dans le top 5 de cette Transat Jacques Vabre? Oui ou non, vous votez. J'insiste bien sur l'obligation. Non pour vous Grégory, vous êtes partagé Jean. Oui pour vous Bamba et oui pour vous Yann. Bon, on fait un petit duel entre Grégory et Bamba. Allez, Grégory. Je commence. Non, pour moi, il n'a pas l'obligation de briller. Vous avez rappelé le contexte, Mickaël. Il y a ce nouveau bateau, Bureau Vallée 3. Il y a déjà quelques résultats. Alors, il y a l'Ocean Race. Il y a aussi, il me semble, j'avais noté la course, c'est le défi Azimut où il a terminé 4e avec ce bateau. Donc, il est toujours en rodage sur ce bateau. Là, le Vendée Globe, c'est encore dans quelques années. Voilà, on attend de lui parce qu'il y a eu cette 3e place qu'il puisse briller et espérer peut-être aussi bien, voire mieux sur ce Vendée Globe. Donc là, c'est un rodage. C'est une course en plus
en duo, c'est pas une course en solitaire. Il a un nouveau jeu de voile sur son bateau, il a pu le préparer davantage, donc on va pouvoir voir aussi si ce bateau a progressé, qui a terminé 12e au dernier Vendée Globe, qui était le bateau d'Armel Tripon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il a été complètement refait, hein, je précise, en dehors des logos, tout ça, il a été refait, il est adapté à Louis Burton. Du coup, avec un nouveau jeu de voile, il l'a dit, donc préparé davantage. Donc moi, je pense pas qu'il ait l'obligation de briller forcément. Alors il s'est fixé l'objectif de top 5. Si c'est effectivement rejoint, c'est très bien pour lui. Mais moi, je pars plutôt du principe qu'il est sur un rodage encore de son bateau avant d'espérer mieux, pourquoi pas, en vue de la prochaine édition du Vendée Globe. Vous serez indulgent, si je comprends bien. Je serai S'il indulgent. termine 6e, bien sûr. Vous ne serez pas déçu. Non. Vamba, c'est à vous. Donc pour vous, oui, il a l'obligation de terminer dans le top 5. Pour moi, oui, vu aussi que, d'après ce que j'ai vu, il a un nouveau bateau. Et donc voilà, je pense que les moyens sont là et il a l'obligation de... Il est obligé. Il est obligé pour moi. Jean, qui vous a convaincu? Vous étiez plôt partagé. Alors, je suis partagé, pourquoi? Parce on que... donnera la parole à Yann après notre spécialiste, voile et vapeur. Et je suis partagé, pourquoi? Parce que il y a tellement... C'est pas le sens exact. La voile, c'est pas le sens exact. Et qu'on ne peut pas... On ne peut pas remettre à cette discipline les mêmes obligations qu'une discipline, par exemple, sur l'athlétisme ou le 100 mètres ou une chose comme ça. Là, il est tributaire du temps, il est tributaire des éventuelles avaries du bateau, des problèmes techniques. On ne peut pas lui obliger, on ne peut pas lui imposer de rentrer dans les 5e ou de faire un podium. Parce que c'est compliqué. Il n'est pas maître de tous les éléments naturels. C'est pour ça que je me suis... j'étais un petit peu... Après, il annonce lui-même mitigé. le top 5. Il annonce le top 5, comme il avait annoncé le top 6 dans le Vendée Globe. Il a annoncé le top 6 dans le Vendée Globe, il finit 3e. Donc là, il annonce le top 5. Donc Deuxième, techniquement. Ouais, deuxième et demi. Non, mais il est certain qu'il fait partie, avec sa dernière sortie sur le Vendée Globe et sa dernière performance, il fait partie des favoris, forcément. Mais bon, on ne peut pas lui imposer d'être dans les 5 premiers ou les 3 premiers. Yann Dujarier. Alors moi Alors vous le suivez avec attention, hein, Louis Burton. Et je pense que Louis Burton est aussi en campagne pour le prochain Vendée Globe. Et je pense que... En campagne, c'est-à-dire campagne. Mais laissez-moi finir, je vais vous expliquer. C'est sur l'eau. C'est-à-dire que pour pouvoir montrer qu'au Vendée Globe il sera présent, il faut déjà, dès à présent, faire des premiers résultats. Oui, le bateau est récent. Le nouveau jeu de voile, c'est même la première fois que Louis Burton aura des voiles neuves. Il n'a jamais eu de voile neuve jusqu'à maintenant. Il est temps d'aller voir chercher un peu de sous quand même, hein, monsieur Burton. Mais donc pour moi, je pense que, comme on vient de le dire, je pense que s'il annonce un top 5, c'est qu'il est quasiment sûr de pouvoir le réaliser. Bien sûr que s'il rencontre un container perdu à un moment, bah oui, voilà. Mais pour moi... Ce qui arrivait à de nombreux skippers sur les derniers Vendée Globe notamment. Exactement. Il n'a pas été épargné par les avaries. Mais par contre, s'il arrive à franchir la ligne d'arrivée, je pense que s'il est au-delà de la 5e place, il y aura une déception. Voilà. En effet, on peut se dire simplement, s'il est au bout de la Transat Jacques Vabre, eh bien, c'est pour aller chercher une place dans les 5 premiers. Et moi, je pense qu'ils peuvent faire bien mieux et on peut avoir une très belle surprise parce qu'il ne faut pas oublier que s'ils ne gagnent pas le Vendée Globe, alors c'était pas le même bateau, mais il avait quand même eu une très très grosse casse après avoir passé l'équateur et alors qu'il était en pôle. Donc je pense que pour moi, alors moi après je suis ultra chauvin et donc du coup bien sûr que je suis pour notre Yvelinois, mais je pense que il y a beaucoup de Français sinon sur la voilà, non mais oui mais là c'est on a même une il y a un concessionnaire qui se les carcasse. Mais il faut pour pouvoir simplement montrer aux autres que les gars, le Vendée Globe en 2024, c'est pour Bibi et c'est pour personne d'autre. Et je pense que dès maintenant, ça se montre et dire voilà, nous maintenant on va bosser pendant 3 ans et ça va vous faire drôle. Grégory. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas non plus sa meilleure course, la Transat. Je crois qu'il a fait au maximum 5e sur la Transat Jacques Vabre. Alors je vais récapituler. Ouais. Il a commencé en 2011, il termine 7e avec son frère Nelson. En 2013, il termine 5e. En 2015, il termine 9e. En 2017, il termine 7e avec sa femme Servane Escoffier. En 2019, il termine 10e avec Davy Baudard, avec qui il partira dans quelques semaines.
Donc il n'a pas forcément brillé Et dans c'est un autre profil de la course. Transat. Ça va être beaucoup plus court que le Vendée Globe. On se rappelle du scénario du dernier Vendée Globe où il avait fait une remontada extraordinaire plutôt sur la deuxième partie du Vendée Globe. Donc est-ce qu'il va être capable de briller dès le début? Il avait franchi cette ligne, on se souvient, avec ce millième de seconde en avance. Il y a peut-être l'expérience à son crédit, il va franchir cette zone du poteau noir qui maintenant il en a l'habitude et il a dit que voilà, avec son expérience il pourrait la franchir un peu plus sereinement. On n'est pas à l'abri d'avaries effectivement, mais moi sur le profil de la course, à voir si sur un profil plus court et en duo, est-ce qu'il va réussir à briller? Après la course n'est pas tout à fait pareil que d'habitude. En général, la course allait du Havre au Brésil. Cette fois-ci, ça va du Havre à la Martinique aussi. Ça peut peut-être jouer, même s'ils doivent descendre très bas, aller au niveau du Brésil pour remonter. Mais ouais, enfin c'est quand même un trajet qu'aujourd'hui il maîtrise clairement. Je veux dire, c'est un petit peu comme le conducteur de TGV qui est sur son rail Paris-Bordeaux. Voilà, là même si il peut avoir l'habitude de faire un plus grand parcours. Là pour moi, en effet, c'est quand même et en plus c'est quand même un côté hyper plaisant parce que c'est une période, enfin c'est des latitudes où le climat est plutôt confortable par rapport au Vendée Globe où il passe près d'1 mois et demi dans des températures inférieures à 10 degrés. Là c'est quand même super plaisant. Donc je pense qu'ils y vont pour prendre du plaisir mais voilà, c'est un parcours qu'il maîtrise bien, c'est des mers qu'il connaît très très bien. Moi je suis confiant et je sais aussi que le bateau est très compétitif. Déjà dès aujourd'hui. Bamba, il sera accompagné du coup de Davy Baudard. Il a plus l'habitude de faire des courses en solitaire. Là, ils seront deux. Est-ce que ça peut changer quelque chose à votre avis? Moi, je pense que ça peut changer beaucoup de choses et il sera plus motivé vu que c'est son meilleur ami. Donc du coup, ça. Vous pensez que c'est une force justement qu'il soit tous les deux? Je pense que aussi, c'est une force. Jean, vous pensez aussi que ça peut être une force du coup de partir avec quelqu'un qui connaît très bien? Oui, sauf que c'est la plus mauvaise place qu'il ait fait avec lui, mais sinon, sur les 5 dernières années. Après, il y a peut-être eu des aléas, peut-être. Il y a certainement eu des aléas dont je parlais tout à l'heure. Mais sinon, forcément, il vaut mieux partir avec quelqu'un avec qui on a des acquaintances. On espère qu'il franchira la ligne de départ sans être en avance et pas avoir de pénalité comme au Vendée Globe. On va faire une fois une erreur, quand on la reproduit, c'est une connerie. Là, c'est ça. Il y a le droit à une deuxième chance. On suivra avec attention en tout cas les performances de Louis Burton. Une fois. On va continuer à parler cyclisme. Il a annoncé à travers un long message sur les réseaux sociaux. Ligny-Montain François Pervier a annoncé qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 36 ans. Au cours de sa carrière, le pistard s'est construit un immense palmarès avec 7 titres de champion du monde. Il a également raflé le bronze en vitesse par équipe aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Cet été, il a remporté une nouvelle médaille de bronze, mais cette fois-ci aux Jeux Paralympiques de Tokyo en tant que pilote de Raphaël Bogier sur le kilomètre. C'est une page qui se tourne pour le cyclisme sur piste après le départ en décembre dernier de Grégory Boger. La question, peut-on avoir des regrets sur la carrière de François Pervy? Oui ou non? C'est une question compliquée apparemment pour Yann Dujarier. Non pour vous Grégory, Bamba non plus. Bon, on fait un petit duel entre Jean et Yann. Alors Jean, vous pensez? À vous l'honneur. Je pense, donc même je si suis. Yann a beaucoup de cartes en main. Oui, il a certainement des cartes en main parce qu'il le connaît bien, mais sauf que là, je regarde simplement le palmarès du sportif. Quand on annonce 7 titres champion du monde, qu'est-ce qu'on peut avoir comme regret? Certainement 2 records du monde en plus, il me dit. Donc, non. 17 médailles au total. Voilà, alors 17. Merci de m'apporter toutes ces informations Mais moi, je suis qui vont. Non, mais, par contre, est-ce qu'il y a eu le choix dans la date de sa retraite? Non, je ne sais pas. On ne sait pas ça. C'est lui qui l'a décidé quand même. Voilà. Je pense. Il a décidé tout seul. Donc, il faut dire quand même que pour moi, un sportif avec un tel palmarès, qu'est-ce qu'il peut regretter? Alors, on peut toujours regretter, parce que plus on en veut, plus on en a, plus on en veut. Mais quand même, quoi. C'est un palmarès éloquent. Donc, avoir des regrets avec un palmarès comme ça, forcément, sportivement, il doit en avoir. Mais moi, au regard de ses performances et de son palmarès, je dis bravo champion, quoi. C'est tout. Yann Dujarier. Donc pour vous, oui, il y a des regrets. Oui, il y a un regret. Une médaille d'or olympique. Voilà. Il a été en plus dominateur pendant des années, pendant des années sur le Keirin. Il a remporté 3 titres d'affilée de mémoire. Et
et voilà, il manque cette médaille d'or olympique, en plus sur une discipline comme le keirin qui est juste mais magnifique. Voilà, c'est, on peut dire, la seule ombre au tableau. Après, bien sûr que c'est un palmarès magnifique pour le sport français. C'était le premier à avoir gagné les 3 titres de vitesse. Voilà, les 3 titres du sprint la même année, la vitesse, le keirin et le kilomètre. L'année d'après, il gagne 2 titres au L'année peloton d'après, il gagne 2 50 titres ans à 50 ans en en Yvelines, alors qu'il était déjà moins en forme que l'année précédente. Il gagne le kilomètre et le keirin. Donc 5 titres en 2 ans. En voilà. 2 ans, Mais ouais. justement, c'est que juste derrière, il y a un gros coup de moins bien. Et c'est quand même dommage que ce soit pas, que ça arrive lors des années olympiques. Et donc, on revient avec juste une médaille de bronze de Rio. Voilà, bon, c'est la difficulté des cyclistes sur piste français, hein, parce que on peut faire le même bilan pour Grégory Boger, et c'est malheureux parce que en effet, c'est des mecs qui ont couru après ça pendant des années, qui n'avaient même que ça en ligne de mire, parce que ce sont des disciplines où quand tu es champion du monde, on s'en fout, quoi. Je veux dire, ce qui compte dans le cyclisme sur piste, c'est la médaille d'or olympique. Le reste ne compte pas, malheureusement, compte moins malheureusement. Et d'ailleurs, Voilà. l'annonce de sa retraite est passée assez inaperçue par rapport à celle de Grégory Boger. Si on fait le comparatif, on va forcément parler de la rivalité qu'il y a eu entre les deux, mais c'est vrai que c'est un peu dommageable pour le sportif. Ces 17 médailles mondiales, il a inscrit son nom en lettres d'or au palmarès, parce que c'est le pistard le plus titré au niveau mondial, hein, avec ses 17 médailles, sa médaille olympique. Il fait aussi une médaille aux Jeux paralympiques. Il finit sur une belle note avec Raphaël Beaugilet, et il est parmi les 3 athlètes seulement dans l'histoire à avoir eu une médaille aussi bien aux Jeux Olympiques qu'aux Jeux Paralympiques. Et c'était pas une carrière qui était toute tracée pour lui. Il faut se rappeler aussi qu'il a connu une traversée du désert à 25 ans. L'équipe Cofidis où il était arrête le monde de la piste en professionnel. Il y a eu 5 ans où il s'est retrouvé sans équipe. Il s'est essayé sur la route. D'ailleurs, il dit dans une interview de Ouest France que c'est peut-être son petit regret de ne pas avoir essayé de percer un peu plus sur la route, mais finalement en 2015, il rejoint l'armée de terre et là, il va connaître tout son palmarès glorieux. Yann a parlé de ses 3 titres à Cali, le doublé l'année d'après au Vélodrome de Saint-Quentin. Non, si on regarde au vu de ce qu'il a traversé, moi je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un regret sa carrière. Oui, il manque ce titre olympique. Peut-être que oui, ça peut piquer, et effectivement. Mais est-ce que lui, finalement, ça l'énerve? Rien ne lui a été donné. Vous qui connaissez bien Yann Ujiri, est-ce qu'à votre avis, ça le pique vraiment de ne pas avoir eu ce titre olympique? Enfin non, parce qu'il marque quand même l'histoire de son sport. Voilà, je veux dire, François Pervis, pour un cycliste, hein, je ne vais pas parler de sportif lambda, parce qu'en effet, beaucoup de gens connaissent François Pervis. Et on en entendra encore parler, j'espère, dans les années à venir avec son projet. Mais c'est vrai que non, il ne peut pas regretter sa carrière, parce qu'en plus, c'est quand même un mec qui a galéré pendant des années. Voilà, il en a chié pour arriver là où il est allé. Et c'est top. Déception sur lui, non. En revanche, sur les événements, l'après Rio, l'éviction de l'équipe de France, ces tensions avec la DTN Clara Sanchez, oui, forcément qu'il y a des petites déceptions sur comment se sont déroulés les événements, sur ce qu'il a réalisé. Moi, honnêtement, j'ai pas de regrets. Oui, est-ce que c'est pas triste finalement que sa retraite passe juste par un message sur les réseaux sociaux, finalement, Bamba, peut-être, pour quelqu'un qui a gagné 7 titres de champion du monde, un message sur les réseaux sociaux, personne n'en parle quasiment dans les médias, à part les médias spécialisés. Est-ce que c'est pas un peu triste quand même finalement? Bien sûr que c'est triste. Franchement, c'est triste de faire passer ces messages comme ça. Donc, c'est peut-être choquant, peut-être, ou pas pour vous? Oui, ça peut être choquant. Jean? On a vu le parallèle avec Grégory Boger, et il a été sur France Télévisions, hein, pour les citer, pour annoncer la fin de sa carrière. Lui, il l'a fait beaucoup plus discrètement, finalement, François. Beaucoup plus discrètement, je ne sais pas si ça vient de lui ou si ça vient des médias, mais on sait pertinemment le rôle des médias dans les disciplines, on va dire, qui ne sont pas télévisuels, mais qui sont les sports mineurs. Hein. On a sur des disciplines, on l'a déjà dit sur ce plateau, des sportifs qui ont
qui ont des 15 titres champion du monde et dont on n'a jamais parlé à la télévision dans des disciplines, je pense, je n'ai plus son nom, mais la planche à voile ou des choses comme ça. Voilà. Donc forcément, les sports mineurs, même avec le palmarès éloquent qu'il peut avoir, bon, mais ça passe inaperçu. Et puis parce que Sébastien Boger, ça doit être certainement... Grégory, ouais, Sébastien. Il y a Sébastien Vigier et Grégory Boger. Ouais, c'est ça. Je confonds les deux. Les deux pistards. Les deux pistards, ouais. Et donc peut-être que lui, quand il est parti, peut-être... on a dit, on peut venir à la télévision et on va parler de toi. Mais c'est simplement... bien sûr que c'est regrettable, mais c'est pas le premier ni le dernier. Je pense que c'est le personnage aussi. François, il est moins... pas dire moins bling-bling, mais il est un peu moins communicatif... moins dans la communication que peut l'être Grégory, ou tout simplement, donc il n'avait pas non plus peut-être pas l'envie de faire et d'étaler. Je pense qu'il a peut-être tout simplement envie de tourner une page. Il y a peut-être aussi une actualité, mais je pense qu'il a aussi envie de tourner une page tout simplement, et puis maintenant d'avancer sur ses projets. Un mot très rapide avant de passer à la prochaine thématique sur sa médaille de bronze avec Raphaël Bogier, justement, vous l'avez un peu suivi un tout petit peu. Je crois que même j'ai dû me réveiller cette nuit-là pour regarder sur mon ordinateur, parce que ça ne passait pas à la télé d'ailleurs, mais bien sûr que j'ai suivi, puisque Raphaël il a fait participer à ses premiers championnats du monde avec moi au guidon du tandem. Donc oui, j'ai eu Raphaël au téléphone tout à l'heure pour prendre des nouvelles justement sur la suite de ces projets, mais donc oui, bien sûr que j'ai suivi, et j'étais très très content pour eux, parce que c'était pas gagné la médaille de bronze. Alors oui, ils mettaient en objectif d'aller chercher l'or, etc. Mais c'est pareil, c'était de la com. Je pense savoir qu'il y a une petite blessure aussi avant la compétition qui a pu leur coûter justement cette médaille d'or. Non. Il y a 2 secondes. Il y a 2 secondes avec la médaille d'or. Faut pas oublier que les Anglais sont ultra dominateurs dans cette discipline. 58 secondes, sur le kilomètre, c'est juste énorme. Déjà, voilà, d'avoir fait 1-0 comme ils l'ont fait. C'était un très très beau chrono, c'est leur meilleur chrono. En effet, les conditions n'ont pas été optimum, mais ils n'auraient pas non plus gagné 2 secondes de plus ou 1 seconde pour aller chercher l'argent. Voilà, c'est une très belle médaille de bronze. Ils ont eu une collaboration qui a été très très courte et qui a été prolongée grâce au Covid. Il ne faut pas oublier que si les Jeux avaient eu lieu en 2020, la médaille de bronze, elle n'aurait peut-être pas été là. Donc ça, c'est quand même aussi un bon coup du sort pour eux. Et voilà, on ne va pas dire un aboutissement, mais c'est une belle conclusion de carrière. On va passer maintenant à notre page débat. On va passer au moment que tout le monde attend dans cette émission, l'envolée de Grégory. Le moment fort, les Yvinois vous attendent sur cette envolée à chaque émission. De quoi allez-vous nous parler tout simplement, du Grégory ? Club où l'on peut rêver plus grand. Votre équipe favorite, Mickaël, celle qui vous fait chavirer. J'adore. Je veux parler bien sûr du Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Ce mardi 28 septembre, le PSG s'est vengé de son élimination la saison dernière en demi-finale de la Champions League. Victoire 2-0 face aux Citizens de Manchester City dans cette deuxième journée au sommet de la C1 devant le Parc des Princes. Un Parc des Princes qui était bouillant. Mbappé, double passeur décisif pour Idrissa Gueye qui marche sur l'eau en ce moment, et surtout pour Lionel Messi. Un appui remise somptueux pour la Pulga qui vient inscrire son tout premier but avec le club de la capitale. D'ailleurs, Messi, Neymar, Mbappé, la galactique MNM était tout sourire dans les vestiaires après ce succès retentissant. Regardez de quoi ravir les supporters avec ce trio qui, il faut le dire, a fait beaucoup d'envie. Ils sont très aiguisés. D'ailleurs, Neymar s'est un peu affûté depuis l'été. On peut le souligner. Oui, mais voilà, j'ai envie de regarder le verre à moitié vide, non pas à moitié plein. La victoire est là, mais Paris s'en est remis, et c'est un peu comme toujours, à ses individualités, moins à son collectif. Donnarumma excellent pour sa première en Ligue des Champions. Verratti qui faisait son retour primordial au milieu. Vous avez vu, j'ai cité les 2 Italiens pour commencer, forcément. Et aussi Idrissa Gueye. Heureusement qu'ils sont là, ces Italiens. Heureusement qu'ils sont là. Et Idrissa Gueye sur un petit nuage en ce moment. Il est exceptionnel, le joueur sénégalais. Le jeu n'a pas été flamboyant ce mardi, et la
la complicité entre les trois de devant. Cette MNM ne saute pas encore aux yeux. Une relation quasi invisible entre Neymar et Mbappé. Un Messi pas encore au top de sa forme. Finalement, le trio a été plutôt duo hier, à l'image de ce 1-2 Messi-Mbappé, ce qui donc a conduit au deuxième but parisien. Cela reste cependant trop maigre à mes yeux. Certes, la MNM n'était alignée que pour la 3e fois depuis le début de la saison. Messi revenait de blessure et nous ne sommes même pas au mois d'octobre, mais permettez-moi d'être dubitatif. Les automatismes existent pourtant. Messi et Neymar ont évolué 4 ans ensemble au FC Barcelone et ça s'est vu contre Bruges et contre l'OL où les deux joueurs se sont cherchés quasi constamment au détriment parfois de Kylian Mbappé. Le champion du monde justement, lui, joue depuis 2017 aux côtés de Neymar. Si la relation entre les deux a semblé encourageante un temps, elle est aujourd'hui plutôt inquiétante et encore plus avec ce clochard gate. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Un clochard, c'est le terme qui a été utilisé par Mbappé à propos de Neymar qui ne lui passait pas assez le ballon à son goût lors de la victoire du PSG contre Montpellier lors de la 8e journée. Cette réaction captée par les caméras aurait excédé le clan sud-américain du Paris Saint-Germain, surtout que le Français est dans une position délicate après son non-départ pour le Real Madrid. On sait qu'il a des volontés de départ pour le Real Madrid. Est-il isolé ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, mais il l'est pour le moment en tout cas sur le terrain, au milieu de ce trio magique sur le papier. Mbappé y occupe le rôle d'attaquant de pointe. On sait qu'il aime recevoir des ballons, prendre la profondeur, alors que ses deux compères en attaque aiment plutôt garder la balle, justement Neymar et Messi. Dans ce climat tendu, j'ajoute que Messi a paru irrité après son remplacement face à Lyon lors de la victoire du Paris Saint-Germain à la 6e journée de Ligue 1. Alors Pochettino aura fort à faire pour gérer tous ses égos et créer une entente durable au sein de cette MNM. À vouloir tout prix devenir galactique, attention au PSG à ne pas se perdre en route et devenir finalement chaotique. Qu'est-ce que vous pensez de cette envolée de Grégory ? Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, apparemment. Oui, tout à fait. Oui, je parle. Oui. Non, je croyais que tu faisais le tour. Non, je pensais que tu voulais. Après, on posera la question à Bamba. Tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est toujours l'éternel problème un petit peu du PSG. Hein. Des stars, il y en a, mais le plus dur, c'est de pouvoir gérer tous ces égos, quoi. C'est ça, c'est pas une équipe, on le dit souvent, enfin je l'ai dit moi déjà plusieurs fois sur le plateau, mais c'est du sport collectif. Donc une bonne équipe de sport collectif, c'est pas mettre les meilleurs à chaque poste, hein, c'est pas ça. C'est avoir un collectif qui est bien rodé et surtout avec des joueurs qui ont envie de jouer ensemble. Parce que si vous avez... Là, il y a eu une échauffourée entre Mbappé et Neymar. Bon, ça va se ressentir forcément, ça se ressent. Pourtant, ils voulaient jouer ensemble. Oui, non, mais ils veulent tous jouer ensemble, sauf que c'est des enfants gâtés. Ils sont tous... Il manque quand même quelques tartes dans le museau, quand même. Hein. Excusez-moi, mais si on les secoue un peu plus plutôt que de les encenser, ces gens-là, et peut-être qu'ils seraient un petit peu moins... Pour vous, là, si vous étiez moi, coach 15 PSG. minutes dans le vestiaire du PSG. 15 minutes, même encore. 10 minutes, ça me suffira. Et vous verrez que ça va Vous changer, mettez Neymar et Mbappé ensemble et vous réglez la situation. Mais mettez-les-moi, vous allez voir en préparation. Mettez-les-moi en préparation. Ce sont des enfants gâtés, Et ils ont un ego surdimensionné. Donc le plus dur, une fois de plus, mais on le dit, moi je le pense et je le répète, regardez les entraîneurs, alors j'ai pas les noms parce que moi les noms, mais l'entraîneur qui était pas bon, ils sont jamais bons au PSG les entraîneurs. Sauf que le dernier il est parti, il rapporte la Ligue des Champions. Donc, Thomas Tuchel. Voilà, Thomas Tuchel, non on s'en fout. C'est qu'il était quand même pas mauvais, puisqu'il est allé gagner la Ligue des Champions avec un autre club l'année d'après. J'ajoute qu'Unai Emery a remporté aussi plusieurs fois l'Europa League. L'Europa League, en plus. Donc, c'est pas là le problème. En fait, il faut quitter le PSG pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est pas Ou ça. une Coupe d'Europe, en tout cas. C'est que Carlo Ancelotti a gagné avec le Real après avoir quitté le PSG. Mais bien sûr. Non, mais la liste, elle est longue, finalement. Donc, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas un collectif, tant qu'il n'y aura pas une âme, parce qu'il n'y a pas d'âme. Pour moi, il n'y a pas d'âme. On a beau dire, il n'y a pas d'âme. C'est que des enfants gâtés, que des égos surdimensionnés. Et c'est pas l'entraîneur qu'il faut, c'est une assistante sociale, quoi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils voudront jouer ensemble, on aura une grande équipe. Pour l'instant, on n'a pas une grande équipe. Juste, très rapidement, quand on voit Metz et Lyon, les derniers trucs, c'est bon, je veux dire, quand on n'est pas capable d'écraser des Metz ou des Lyon avec les grandes équipes qu'ils ont,
C'est pas la peine. Zéro défaite. Oui, non mais Mais finalement, c'est vrai que sur ces deux victoires, après, c'est vrai qu'on est un tantinet peut-être provocateur. Le PSG vient de gagner 2-0, mais c'est vrai que sur ces deux victoires du PSG, on s'en est remis plutôt au second couteau. Alors, je veux manquer de respect à personne, mais les seconds couteaux, voilà, c'est Messi pas... marque quand même, Messi finalement. Ah oui, Marque face quand même à dans- Manchester face à- City. Non, moi, mais je parlais face à des- Manchester, moi face je aux parle autres juste matchs. Je parlais de des Metz deux. et Lyon. Ouais. Metz et Lyon, le PSG gagner ces deux matchs, finalement, comme dit Greg, Grégory, c'est les deuxièmes couteaux, quoi. C'est les deuxièmes couteaux. Donc, sur le papier, On vient de laisser parler Bamba. Bamba, je sens qu'il a plein de choses à dire aussi. Il aime beaucoup le PSG. Ah non, du tout. Ah non, du tout. Ah non, non. voilà. Ah, déjà, moi, je suis Marseillais. Ouais, c'est bon. C'est pour ça que je l'invite d'ailleurs sur cette émission. Je suis Yann Marseillais. aussi, du coup, donc, je l'invite aussi. Ouais, je suis du même avis que Et toi. comme on peut voir, donc, Jean ne les porte pas dans leur corps non plus. avoir Dans son autant de stars, avoir autant de stars et que c'est pas les gérer, je pense qu'on gagne. Ils vont jamais gagner. Ils vont jamais gagner et je pense que aussi que. Mais est-ce que vous il y a comprenez, vous, par exemple, que Mbappé réagisse comme ça avec Neymar ou pas Après- Comment après, vous comprenez ça? Comment vous cernez ça? Après, sur ce point-là, étant joueur aussi de basket, donc c'est sur le coup de colère de dire ça, mais je pense que c'est resté sur le terrain, quoi. Ou bien dans les vestiaires. Après, Ça n'a pas été plus loin. Non. Parce que la preuve, là, ils se sont régalés. Mais je pense qu'il faut... Enfin, ils se sont régalés. Quand ils gagnent comme ça... Ils ont fait une photo ensemble à la fin. Voilà. Donc... Comme on est supporter du même club, moi j'ai souvent tendance à dire, peu importe la manière, seul le résultat compte. Parce qu'à Marseille, on n'a pas toujours gagné avec la manière. Donc voilà, ce qui compte, c'est de gagner. Moi, voilà, pourquoi aller chercher des poux là où il n'y a pas de cheveux? Voilà, c'est tout simple. Et ils ont gagné contre Chelsea. Point barre. Manchester City. Contre Manchester City, pardon. On a pris les 3 points. Et voilà, c'est fini. C'est réglé. Ils sont leaders de leur groupe. S'ils mettent la même branlée, parce que même 2-0, s'ils mettent la même branlée au match retour à Manchester, eh ben, ils seront qualifiés et Manchester sera peut-être même pas qualifié pour la phase suivante. Mais après, la finalité, c'est pas de se qualifier quart de finale, demi-finale, on est bien d'accord. Après, la finalité, c'est de gagner la Ligue des c'est Champions. de gagner avec l'équipe qu'ils ont, le budget qu'ils ont. Est-ce donc que je tout pense autre résultat qu'une victoire en Ligue des Champions serait finalement une contre-performance? Ah bah oui. Ah oui. Bamba. Bah oui. Quand même, depuis le temps qu'ils y courent après. Vu les sommes déboursées sur le mercato, en Mais non, plus... ils ont très dépensé sur le mercato. Le mercato leur a coûté 60 millions. Le reste, ils ont fait. mais c'est pas ça. Il y a énormément de Il y primes a à la également les signature. salaires. Hein, je Oui, dois les rappeler, salaires, les les salariés, salaires, C'est gros salaire. Mais le mercato en lui-même, il n'a pas été. Oui, bien sûr. Le salaire de Messi, c'est environ 40 à 50 millions. Comme nous Oui, comme nous, oui, exactement. Je vais en parler à mon directeur. 40 à 50 millions, donc c'est à peu près le budget de ça, je crois la moitié des clubs de Ligue 1 quasiment. Ah, mais bien sûr, Pour bien sûr. préciser. Mais en effet, c'est vrai que quand on a cet Donc ça effectif, n'aura pas rien coûté. quand on a cet effectif, bien sûr que la finalité devrait être de gagner avec des champions. c'est ça. Mais souvenez-vous, le Real de Madrid avec les Galactiques, Ouais, c'est 5 le parallèle. années, et ils n'ont jamais gagné avec des Finalement, champions il pour gagne la autant. Ligue des Champions Et- juste avant cette période galactique où il y Oui, avait mais Beckham, là- Ronaldo. Il y avait déjà Zidane, il y avait déjà Raoul, ce Oui, genre je de pense joueurs. que- est-ce qu'on peut faire le Auparavant, comparatif? Excuse-moi, auparavant, ils gagnaient, mais là, le PSG, a ils ont jamais gagné gagné. quoi? Bah, ils font- Ils n'ont même pas gagné le championnat l'an dernier. Ah, Ils n'ont même pas gagné le championnat l'an dernier. Bah oui. Alors, Après, on peut dire quand même qu'il y a une progression au niveau de la Ligue des Champions, parce que l'année dernière, ils s'arrêtent quand même en demi-finale. Il y a 2 ans, même si c'était une édition particulière avec un Final 8, pardonnez mon accent anglais, ils se hissent jusqu'en finale. Donc il y a quand même une progression pour le PSG, faut l'avouer. Mais c'est vrai que ça peut être décevant de ne pas remporter cette Ligue des Champions vu les sommes mises sur la table. Moi, je ne vois qu'une chose, c'est que ils ne peuvent que s'améliorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils gagnent en jouant mal. Bah, quand ils vont bien jouer, ils vont écraser non, tout le mais monde. Sauf que, enfin, Mais oui, mais après, je suis d'accord avec toi. Là où je te sauf que rejoins, sur c'est les grands qu'il va rendez-vous, falloir... sur les grands rendez-vous, ça suffit pas d'avoir Hier- des mecs qui tricotent. Hier, c'était Il le faut premier du grand rendez-vous collectif. de la saison. Parlez pas C'était tous le en même premier temps, grand rendez-vous de la attention. saison hier. C'est le premier Hier, grand rendez-vous, sauf que Manchester, et c'était pas un match éliminatoire. Ce genre en équipe, c'est pas un match éliminatoire, ils jouent pas leur saison là-dessus. pression. Voilà, Mais ils Paris jouent pas ne leur joue pas saison. non plus. Paris Ils joue jouent pas pas non leur plus. saison. Après sur le rendu du match, certes il y a 2-0.
Sauf que pour moi, c'est un exploit de Messi qui fait un super but. Et le premier but, quand même, on te dit, machin, nanana. Oh, c'est l'autre, c'est du baby-foot ou du bowling, quoi. Il y a un Idrissa Gueye Ça qui est rebondit, fort. machin, tout ça. Et là, tu mets un beau tir à la fin. Donnarumma Mais c'est fait pas. pareil aussi, hier. Voilà. Enfin, ce mardi. Mais après, quand même, sur la domination, sur bon, je veux dire, c'était pas. Le score reflète pas le match, quoi. D'accord? Donc, il y a eu la réussite. Sauf que, malheureusement, depuis des années, mais depuis des années, quand même, arriver sur le dernier carré, où là, là, ce sont les meilleurs, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'il manque ce collectif qui, pour moi, cette année, les enfants gâtés, et ça marche plus. Ils ont fait les recrutements. On verra bien. Mais laissons-leur, ils ont encore 8 mois avant les Oui, finales. mais à force, ils vont peut-être y arriver, quoi. Mais bien sûr tous les ans, on dit ça. Et les gars, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois et demi qu'ils jouent ensemble. Et encore, Oui, Messi, Neymar, Neymar, Mbappé, c'est leur 3e match tous les 3. Oui. Non, mais voilà, on verra bien, la question on verra bien. est volontairement provocatrice. J'ai vu que Oui, ça tout à soulevait fait. le débat, mais C'est on est normal, qu'au début. d'ailleurs. Le moment vérité, ça va être à partir de février. Et c'est phase finale en Ligue des Champions. On sait que la Ligue 1, a priori, au vu de comment c'est parti, ça devrait être réglé assez facilement. Le 15 novembre, la Ligue 1 elle est pliée. Donc, Oui, au niveau des fêtes de Noël, oui, ça va être ça. voilà, ils vont être tranquilles. Moi, pourquoi je pose cette question? Parce que je m'attendais un petit peu plus, même si c'est leur 3e effectivement ensemble, un peu plus de complémentarité. Je le disais, Messi, Neymar ont joué 4 ensemble et Neymar et Mbappé, ça fait quand même 5 ans qu'ils jouent ensemble. Donc il y a quand même des automatismes qui se créent. Maintenant, c'est de former un trio. Pour le moment, c'est qu'un duo. Voilà, c'est de former cette triplette. Maintenant, moi, ce qui m'a rassuré, parce que j'ai bien regardé, et au tout début, dans la célébration du but, le premier qui saute dans les bras de Messi, c'est Neymar. Et j'ai Parce que regardé. c'était lui le plus près. Il était. Oui, mais après, j'ai quand même regardé un moment avant de voir si Mbappé était venu pour célébrer. Et en effet, je pense que l'ambiance, ils ont dû se dire ce qu'ils avaient à se dire. C'est resté sur le terrain. Oui, en effet, tu m'as saoulé. Messi, tout de suite, pointe du doigt. Et pointe du doigt Mbappé, etc. Pour lui dire Voilà, de parce venir, que voilà. merci, c'est pour toi. Ouais. Et bien sûr. Donc je pense que, voilà, laissons-leur un peu de temps. Ça va prendre. Enfin voilà, il y a la qualité technique, il y a la qualité sur le terrain. Allez, un peu de temps. On va passer à une prochaine thématique. Je ne sais pas si ça va vous enflammer autant que cette thématique. On va voir. On va terminer par du golf. La Ryder Cup 2020 s'est terminée ce dimanche 26 septembre avec la victoire de la Team USA face à l'Europe à domicile dans le Wisconsin. Une écrasante victoire 19-9 avant la compétition. Rory McIlroy, le Nord-Irlandais, a encensé la Ryder Cup 2018 organisée à Saint-Quentin-en-Yvelines. On l'écoute. La Ryder Cup a évolué, je trouve qu'elle est devenue plus grande chaque année. La dernière fois en France, la taille de la tribune sur le premier tee et la grandeur de l'ensemble, c'était vraiment la plus grande jusqu'ici. La Ryder Cup 2018 est-elle la plus grande de l'histoire finalement quand on écoute un commentaire comme celui de Rory McIlroy? Oui ou non? Vous votez. Est-ce que vous allez être chauvin ou pas? Pour le coup. Je suis partagé. Ah, partagé pour vous. J'en ai pas vécu assez. Partagé aussi pour vous, Bamba. Après, oui, Yann Jarry. quand vous venez de prendre une raclée, En plus. voilà, oui, vous vous rattachez à la belle victoire que vous avez pu avoir 2 ans avant. Et Attention, l'interview a été Et réalisée avant la juste raclée. avant la raclée, oui, effectivement. Nous, on le voit après. mais en effet, je pense que ils ont envie de rester sur ce beau souvenir. Et puis après, voilà, on a peut-être aussi fait quelque chose qui ne sera pas reproduit ou difficilement reproduit ailleurs, parce que le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines permet cela. Voilà, non mais tout le monde le dit, il est disposé de manière à pouvoir faire un vrai stade dans un terrain de golf, alors que c'est pas fait, c'est pas possible partout. Ouais. Jean. Oui, Vous êtes partagé. mais j'ai dit oui parce que je suis chauvin. C'est tout. Et parce que vous jouez souvent au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines également. Ça m'arrive. Vous voulez continuer à jouer là-bas? Ça m'arrive. Non, mais si la qualité d'une compétition, c'est simplement la taille de la tribune sur le premier trou, c'est un petit peu léger, on va dire. Un petit peu léger. Non, mais je plaisante. Certes, on est chauvin. La Ryder Cup, chez nous, en course nationale, a été une grande réussite parce que tout s'est très très bien passé et que c'était il y avait le temps, il y avait
il y avait le plateau, il y avait tout ce qu'on peut espérer pour une compétition de cette envergure. C'est certain. Maintenant, que ce soit la plus belle, je suis un peu comme Grégory. Je ne sais pas parce que j'ai bien suivi celle. Ouais. Oui, peut-être que les anciens vont dire que tout à les fait. Ryder Cup dans les années 60-70 étaient peut-être plus belles, peut-être que. Voilà, puis je que ne sais les pas plus quels sont récentes, les critères. C'est pour ça que je plaisantais en disant si c'est simplement la Il en taille a connu de la quand même pas tribune. mal, Rory McIlroy, des Ryder Cup. Hein. Il est dans l'équipe européenne depuis plusieurs années. Donc, il peut comparer un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y a ce scénario qui était magique, cette Team Europe qui est venue s'imposer à domicile à 50 ans en Yvelines. Il y a ces plus de 60 000 spectateurs qui sont venus sur la Ryder Cup. Yann le disait très bien, la disposition de ce golf national qui est fait de manière à... Finalement, moi j'y étais, je ne suis pas un grand spécialiste de golf, mais j'arrivais à voir de n'importe quel point de vue très bien les parties. Il y avait la présence aussi de Tiger Woods, qui était le petit côté, la petite cerise sur le gâteau, même si c'était pas le Tiger Woods qu'on avait connu dans les années précédentes. Mais Tiger Woods avait gagné quelques jours avant un tournoi PGA, Bah, il revenait donc ça arrivait à un moment idéal pour la Ryder Cup 2018. Aujourd'hui, même pour ceux qui ne suivent pas le golf, vous dites Tiger Woods, ça parle à tout le monde. Et le fait qu'il y ait la présence de Tiger, du Tigre, sur cet événement, je pense que ça a aussi magnifié la chose et ça l'a rendu exceptionnel. Bamba, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je n'y connais pas grand-chose parce que je ne joue pas au golf. Mais d'après ce qu'il dit... Vous pouvez aller avec Jean un dimanche, apparemment. J'aimerais bien. Le dimanche, je suis au rugby, mais la semaine... Moi aussi, j'aimerais bien. Ah ben tu es mon invité au rugby. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, d'après ce qu'il dit, que ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, Ouais. C'était peut-être la première grosse Ryder Cup de l'ère moderne, peut-être aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yann Dujarrier. Ça fait peut-être passer la Ryder Cup dans une nouvelle dimension. Avant, le trou numéro 1, il y avait généralement 2000, 3000 personnes avec une petite tribune derrière. Finalement, là, on se retrouve avec une tribune de quand même 7000 personnes, juste derrière les joueurs, une hauteur de 100 mètres de haut, du coup, pour cette tribune. Est-ce que ça fait passer cette Ryder Cup dans une nouvelle ère, peut-être, tout simplement? Ce qui est sûr, c'est que les futurs prétendants à l'organisation de la Ryder Cup voudront faire aussi bien, au moins, tout du moins, pareil. Mais tout le monde ne pourra pas. Parce que les golfs ne sont pas tous prévus pour cela. Mais il va y avoir peut-être des surenchères, peut-être des améliorations techniques, mais en effet, ça va être une recherche pour pouvoir essayer de rendre ce beau spectacle, parce que une Ryder Cup, on peut la comparer à des Jeux Olympiques, que pour le golf, et d'ailleurs le golf aux Jeux Olympiques, on pourra en reparler. C'est l'événement mondial du golf qui a lieu tous les 2 ans. Et donc, c'est clair que ça va amener une recherche technique pour pouvoir essayer de concurrencer l'organisation du golf national de 50 ans en Yvelines. Maintenant, la prochaine, c'est où? La prochaine se passera en Italie, au golf sur Marco Simone, en 2023. Toujours l'Italie. Oui, en 2023, c'est ça. Oui, parce que ça a été décalé d'1 an suite à la pandémie de Covid-19. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Italie, du coup? Je vois sourire. Je me calmerai sur les prochaines émissions. Non, ça me fait sourire. Si l'actualité ne te le permet pas... Oui. Si on a un ballon d'or italien... Je pense qu'ils auront fort à faire. Quoi. Ils auront fort à faire parce qu'encore une fois, comme l'a dit Yann, il y a eu une telle organisation. C'est tellement magnifique ici que il va falloir que c'est du côté Europe. Donc là, forcément, tout le monde va avoir en ligne de mire l'organisation de la 2018, quoi, ici, chez nous. Donc l'Italie... Ça devient une référence pour vous? Oui, pour moi, oui. Ouais. Ah oui, pour moi, par contre, oui. Oui, par contre, oui, parce que, encore une fois, tout a été réuni. Et en plus, sportivement, il y a le résultat, il y a la victoire. Donc, oui, peut-être qu'Henri McIlroy dit aussi que c'est peut-être l'un de ses meilleurs souvenirs parce que l'Europe a gagné. Voilà, parce que l'Europe a gagné. Non, mais ça, c'est normal, mais ça, c'est sportif. Mais par contre, forcément, pour moi, ça devient une référence au moins au niveau européen. Donc, l'Italie, pour moi, aura fort à faire pour l'organisation, quoi. Je pense qu'ils seront surveillés de près.
Grégory, vous y serez la Ryder Cup en Italie? Pourquoi pas, ouais. C'était ma première. Moi, je suis pas un grand spécialiste de golf. C'était ma première sur la Ryder Cup. J'avais aimé cette ambiance sur place. Je connaissais vraiment pas l'ambiance golf. En plus, ça a été dit, il y avait un temps magnifique. Il y a eu la victoire de la Team Europe. Donc pourquoi pas remettre le couvert en Italie. Et l'ambiance de la Ryder Cup, c'est quand même quelque chose de très très particulier. C'est l'équivalent. Enfin, c'est même l'équivalent. C'est même un poil au-dessus de la. Ah zut, la Coupe des Nations en tennis. La Coupe Davis. La Coupe Davis. Sauf que l'ambiance normalement dans un stade de golf est beaucoup plus feutrée. Dans le tennis, il y a toujours les encouragements. Là, c'est vrai qu'au tennis, c'est décuplé lors d'une Coupe Davis. Maintenant, sur la Ryder Cup, on retrouve cette ambiance d'échange, d'encouragement qu'il n'y a pas habituellement sur les greens, sur les greens et sur les tournois habituels. Mais même en termes médiatiques, on est sur des seuils d'1 milliard de téléspectateurs cumulés sur les Ryder Cup. On est sur des niveaux équivalents. C'est le 3e événement avec les JO et la Coupe du Monde de football. Donc on est sur vraiment c'est une bonne publicité en tout cas pour le golf national de 50 ans. C'est les JO et le Super Bowl. La Coupe du Monde, je crois. Et le Super Bowl. Oui, c'est ça. Les JO et le Super Bowl. La Coupe du Monde est même en dessous. Donc vous voyez que c'est quand même un événement qui rassemble. Je crois également que la compétition de cricket également aussi sont haut placés avec l'Inde et le Pakistan notamment qui regardent. C'est comme ça. On s'en fout. L'événement le plus regardé, c'est le Tour de France. En France. C'est vrai. Merci. En France. Non, si on cumule tous les 4 ans, parce que les autres ils sont pas là tous les ans, alors que le Tour de France il est là tous les sur plusieurs jours. Si on cumule tout. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, on termine par une citation du footballeur brésilien Pelé, triple champion du monde. Celui qui pense que la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.